Récemment, ma fille de 12 ans se plaignait d'une douleur aiguë derrière la nuque. Je l'ai emmenée au salon, et pendant qu'on lui coiffait les cheveux, la coiffeuse s'est soudain arrêtée. Elle m'a regardé et a dit « Madame, ça ne me semble pas normal ». J'ai regardé dans le miroir et je suis resté figé. Je suis allé directement à la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que le vent d'automne de Chicago dispersait les feuilles jaunes des arbres bordant la rue, Elizabeth Collins rentrait chez elle de l'agence immobilière. Bien que la fatigue de la journée se lisait sur son visage, l'idée de sa fille qui l'attendait à la maison allégeait naturellement ses pas. Quand elle arriva à la maison à 2 étages du quartier résidentiel, elle entendit Michael préparer le dîner dans la cuisine. Travaillant comme consultant financier, il rentrait souvent plus tôt qu'Elizabeth et participait activement aux tâches ménagères. Bon retour à la maison, Elizabeth, Michael accueillit sa femme avec un sourire chaleureux. « Ta réunion avec le client s'est prolongée aujourd'hui ? » ?»« Oui, un peu. »« Où est Emma ? » ?»« Elle est dans sa chambre, en train de faire ses devoirs. Elle est rentrée tard de l'école aujourd'hui, apparemment elle étudiait à la bibliothèque avec des amis. » Elizabeth monta les escaliers et frappa doucement à la porte de sa fille. « Emma, je suis rentrée. »« Bon retour, maman. » Emma, âgée de 12 ans, se retourna, affichant une mine quelque peu fatiguée. Depuis son entrée au collège, Elizabeth avait remarqué de plus en plus de changements subtils dans le comportement de sa fille. Elle se disait que ce n'était probablement que la complexité de l'adolescence. Il y a 3 ans, la vie d'Elizabeth avait complètement changé. Elle avait perdu son mari bien-aimé, David, dans un accident de la route soudain, et la vie avec Emma, alors âgée de 9 ans, avait commencé, rien que toutes les deux. Bien que son travail à l'agence immobilière fût stable, il y avait des moments où le poids de la responsabilité en tant que mère célibataire élevant sa fille lui paraissait écrasant. C'est lors d'une session de formation professionnelle qu'elle rencontra Michael. Doux et intelligent, il écouta patiemment les préoccupations d'Elizabeth et se soucia également d'Emma. Ce qui avait commencé comme une amitié s'était progressivement transformé en quelque chose de plus profond. Il y a 2 ans, au printemps, ils s'étaient mariés. Michael envisagea sérieusement de devenir le nouveau père d'Emma et participait activement aux événements scolaires de celle-ci. Emma, bien que le ment confuse, semblait ouvrir son cœur à la gentillesse de Michael. Cependant, récemment, des changements subtils avaient commencé à se produire dans l'atmosphère familiale. Emma ne conversait plus autant avec Michael qu'avant, passant souvent les dîners en silence. Ses notes scolaires commençaient également à baisser progressivement. L'adolescence est difficile. Elizabeth parlait avec Michael dans leur chambre à coucher, le soir. « J'ai l'impression qu'Emma essaie de prendre ses distances avec nous. » Michael prit doucement la main de sa femme. « Tu es passé par le même âge, n'est-ce pas ? Le temps arrangera sûrement les choses. Nous ne devrions pas nous précipiter, nous devons juste nous adapter au rythme d'Emma. » Ses paroles étaient toujours rationnelles et aimables. Un week-end matin, alors qu'ils prenaient tous les 3 leur petit déjeuner, Emma dit d'une petite voix « J'ai mal à la nuque. »« Comment ça te fait mal ?» Elizabeth regarda sa fille avec inquiétude. « C'est une sorte de douleur lancinante, » répondit Emma en plaçant sa main sur sa nuque. Michael suggéra calmement « Tu as peut-être mal dormi. Attendons de voir, et si ça continue, nous irons chez le médecin. » Environ 2 semaines après qu'Emma se fut plainte pour la première fois de douleur à la nuque, Elizabeth remarqua que les changements chez sa fille s'étaient accentués. Auparavant, Emma rentrait de l'école et racontait joyeusement les événements de la journée, mais maintenant, elle se dirigeait directement vers sa chambre et fermait la porte. « Emma, as-tu fini tes devoirs ?» Elizabeth rendit visite à sa fille dans sa chambre avant le dîner. « Pas encore. » Emma était allongée sur son lit, fixant le plafond. Ses manuels étaient ouverts sur le bureau, mais semblaient intacts. « Quelque chose te tracasse ? Tu ne veux pas en parler à maman ?» Emma s'assit et fit face à Elizabeth. À cet instant, l'expression qui apparut dans les yeux de sa fille frappa le cœur d'Elizabeth. C'était un regard de profonde fatigue et de résignation qu'un enfant de 12 ans ne devrait pas posséder. « Il n'y a rien, je suis juste fatiguée. »« S'est-il passé quelque chose à l'école ? As-tu des problèmes avec des amis ? » ?»« Je vais bien. » La voix d'Emma était devenue plus faible qu'avant. « Ne t'inquiète pas. » Elizabeth posa sa main sur le front de sa fille. Il n'y avait pas de fièvre, mais Emma eut un léger mouvement de recul. Cette nuit-là, Michael parla à Elizabeth. « J'ai parlé avec Emma. Je lui ai dit qu'il faut du temps pour s'adapter à la vie au collège. » « Comment a-t-elle réagi ?»
Elle semblait méfiante au début, mais elle a souri un peu à la fin. Je pense que tu n'as pas trop à t'inquiéter. Les paroles de Michael auraient dû être rassurantes, mais l'anxiété au fond de la poitrine d'Elisabeth ne voulait pas disparaître. Le lundi suivant, alors qu'Elisabeth examinait des contrats à l'agence immobilière, son téléphone portable sonna. C'était du collège d'Emma. Madame Collins? C'est Monsieur Johnson, le professeur principal d'Emma. Oui, y a-t-il un problème? En fait, Emma s'endort de plus en plus fréquemment en classe ces derniers jours. Parfois, quand on l'appelle, elle a du mal à se réveiller. Elisabeth fut surprise. S'endormir? Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires montées, sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Je pensais la coucher assez tôt. Ses notes baissent aussi un peu. Elle semble différente de l'Emma que nous connaissions avant. Y a-t-il eu des changements à la maison? Après avoir raccroché, Elisabeth dit à sa collègue qu'elle partait plus tôt et rentra chez elle. Bien que ce fût encore l'heure des cours pour Emma, le soupçon qu'elle puisse veiller tard la nuit lui traversa l'esprit. Elle fouilla discrètement la chambre d'Emma. Les tiroirs du bureau ne contenaient que des fournitures ordinaires et de petits objets. En regardant sous le lit et dans le placard, elle ne trouva aucune preuve de veillée tardive. Cependant, elle découvrit une petite lampe de poche cachée près de l'oreiller. Ce soir-là, quand Emma rentra, Elisabeth lui parla doucement. « Monsieur Johnson a appelé aujourd'hui. Il a mentionné que tu t'endors parfois en classe. » Le visage d'Emma se crispa. « Je suis juste fatiguée parfois. » « Tu n'arrives pas à dormir la nuit? Si tu as des soucis, s'il te plaît, parle-en à maman. » « Je vais vraiment bien. » Emma se dirigea vers les escaliers. « Je peux aller dans ma chambre maintenant? » Ce week-end-là, Elisabeth emmena Emma chez le pédiatre. Leur médecin habituel, le docteur Wilson, examina Emma minutieusement mais ne trouva aucune anomalie physique. Concernant la douleur au cou, elle pourrait être causée par une tension musculaire, expliqua le médecin. Y a-t-il eu des changements récents dans votre environnement de vie? Stress du nouveau semestre, changement à la maison? Je me suis remarié il y a 2 ans, mais rien d'autre en particulier. Les adolescents sont plus sensibles aux changements environnementaux que les adultes ne le réalisent. Le stress psychologique peut parfois se manifester par des symptômes physiques. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Elisabeth parla à Emma. Le docteur a dit que le stress pourrait être la cause. Est-ce que tu ressens une pression à propos de quelque chose? Emma répondit en regardant par la fenêtre, tout le monde pense que je suis heureuse. Michael est gentil et nous sommes une famille parfaite. Mais ce n'est pas parfait. Quelque chose est différent. La voix d'Emma tremblait. Mais si je dis ça, ça te rendrait triste, maman. Elisabeth gara la voiture sur le bas-côté et serra sa fille dans ses bras. Emma, tout ce que tu ressens est important. Ça me fait beaucoup plus de mal de te voir souffrir que d'être triste moi-même. Emma pleura dans les bras de sa mère. Cependant, elle n'essaya toujours pas d'expliquer spécifiquement quel était le problème. Cette nuit-là, Michael demanda avec inquiétude comment s'est passée la visite à l'hôpital. Physiquement, il n'y a rien, mais Emma semble ressentir une sorte de stress. C'est peut-être de ma faute, soupira profondément Michael. J'aurais peut-être dû passer plus de temps avec elle. Le travail a été chargé et je n'ai pas pu assez lui parler ces derniers temps. Son attitude humble renouvela la confiance d'Elisabeth envers son mari. En même temps, cependant, elle ressentit le besoin de réfléchir plus profondément à la raison pour laquelle Emma avait commencé à éviter Michael. Le lendemain matin, Emma se plaignit de nouveau de douleurs à la nuque. Cette fois, ça semblait plus fort qu'avant et elle pouvait à peine bouger le cou. « Ça fait même mal de me laver les cheveux », se plaignit Emma en larmes. Elisabeth remarqua que les cheveux de sa fille avaient poussé. « Alors, allons au salon de coiffure ce samedi. On demandera à Jennifer de jeter un œil et de te faire une coiffure qui ne sollicitera pas ta nuque. » Emma hocha légèrement la tête. Samedi matin, Elisabeth et Emma se rendirent en voiture au salon de coiffure du centre-ville, Rose Salon. Le vent d'octobre était froid et les gens qui marchaient parmi les feuilles mortes éparpillées avaient relevé le col de leur manteau. « Ça fait un moment qu'on n'a pas vu tante Jennifer, » dit Elisabeth à sa fille en conduisant. « La dernière fois, c'était avant les vacances d'été, n'est-ce pas ?» Emma hocha légèrement la tête sur le siège passager. D'habitude, elle attendait avec impatience d'aller au salon de coiffure, mais aujourd'hui, elle arborait une expression maussade. Peut-être parce que sa douleur à la nuque était intense,
Même bouger la tête semblait douloureux. Rose Salon était un petit salon de coiffure familial situé dans le vieux quartier commerçant de Chicago. La propriétaire, Jennifer Rose, était une femme chaleureuse d'une cinquantaine d'années qui connaissait Elizabeth depuis l'époque où elle était célibataire. Elle coiffait Emma depuis sa naissance, ce qui faisait d'elle comme une tante pour la jeune fille. Elizabeth. Emma. Jennifer les accueillit toutes les deux avec un sourire radieux. Ça fait si longtemps. Emma, tes cheveux ont bien poussé. Jennifer, comment vas-tu? Elizabeth serra sa vieille amie dans ses bras. Emma a mal à la nuque, alors le poids de ses cheveux pourrait aggraver les choses. Vraiment? Jennifer regarda Emma avec inquiétude. Alors, on va te faire une coupe légère. Emma, quel genre de coiffure aimerais-tu? Emma répondit d'une petite voix, s'il vous plaît, coupez-les courts. Très courts. Elizabeth fut surprise. Sa fille avait toujours aimé ses cheveux longs et était généralement réticente aux coupes. Tu es sûre de vouloir les couper vraiment courts? Ils ont tellement bien poussé. S'il vous plaît. La voix d'Emma contenait une urgence inhabituelle. Jennifer, en tant que coiffeuse professionnelle, était douée pour détecter les changements subtils chez ses clientes. Je comprends. Mais commençons d'abord par un shampoing. Au bac à shampoing, Jennifer lava doucement les cheveux d'Emma. Comment ça va à l'école? Tu t'es fait de nouveaux amis? Ça va. La réponse d'Emma fut brève. Quand on devient collégienne, beaucoup de choses changent. J'étais pareil il y a longtemps, continua Jennifer. Tout le monde va bien dans la famille? Michael est un papa gentil? Jennifer sentit le corps d'Emma se raidir un instant. Assise sur le fauteuil de coupe, Jennifer commença à couper soigneusement avec ses ciseaux. Tu es sûre de vouloir les couper vraiment courts? Oui. Emma, tu as l'air fatiguée ces derniers temps. Quelque chose te préoccupe? Jennifer regarda Emma dans les yeux à travers le miroir. Emma détourna le regard. Je vais bien. Lorsque les cheveux furent coupés à la longueur des épaules, Jennifer rassembla les longs cheveux d'Emma à l'arrière pour couper proprement autour de la nuque. À cet instant, ses mains s'arrêtèrent soudainement sur la nuque d'Emma, juste en dessous de la ligne des cheveux. Plusieurs petites ecchymoses bleues étaient visibles. De plus, elles avaient clairement été faites à des moments différents. À côté de vieilles ecchymoses devenues jaunes, il y avait aussi de nouvelles, violettes. En outre, il y avait de multiples fines égratignures qui ressemblaient à des traces d'ongles. Le visage de Jennifer perdit toute couleur. Ayant été coiffeuse pendant plus de 20 ans, elle ne pouvait manquer de comprendre la signification de telles marques. Elizabeth. La voix de Jennifer tremblait. Pourrais-tu venir ici? Elizabeth, qui lisait un magazine, remarqua le ton inhabituel de son amie et se leva. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ça, dit Jennifer doucement en soulevant délicatement les cheveux d'Emma. Au moment où Elizabeth vit la nuque de sa fille à travers le miroir, tout son sang sembla se figer. De multiples ecchymoses bleues, des égratignures et des marques de pression qui ressemblaient à des empreintes de doigts. Elles étaient cachées sous la ligne des cheveux mais devenaient clairement visibles lorsque les cheveux étaient soulevés. Emma. La voix d'Elizabeth devint tremblante. Qu'est-ce que c'est? Depuis quand? Quand Emma croisa le regard de sa mère dans le miroir, les larmes débordèrent. Maman, s'il te plaît, ne dis rien. Qui t'a fait ça? Elizabeth s'agenouilla à côté de sa fille. Emma, dis-moi. Je ne peux pas. Emma secoua la tête en pleurant. J'ai promis. Si je parle, quelque chose de pire arrivera. Jennifer vérifia qu'il n'y avait pas d'autres clients avant de mettre un panneau, temporairement fermé, à l'entrée du salon. Emma, c'est un endroit sûr. Personne ici ne te fera de mal. Mais maman? Emma sanglotait. Si maman est blessée aussi, ce sera de ma faute. À ces mots, Elizabeth comprit tout. Quelqu'un menaçait sa fille, et cette personne menaçait de lui faire du mal à elle aussi. Emma, écoute, Elizabeth prit les mains de sa fille. Maman est forte. Je ferai n'importe quoi pour te protéger. Alors s'il te plaît, dis-moi la vérité. Emma resta silencieuse pendant un long moment, mais finit par commencer à parler d'une voix tremblante. Mike. Le cœur d'Elizabeth sembla s'arrêter. Depuis quand? Environ 6 mois. Au début, ce n'était que des mots. Ta mère travaille toujours et ne valorise pas le temps passé avec moi. Tu es aussi sur le chemin. Et puis, les soirs où maman travaillait tard, il venait dans ma chambre. Il m'attrapait par le cou et disait, « Si tu le dis à ta mère, la prochaine fois, je lui ferai la même chose. » Elizabeth serra sa fille dans ses bras.
Son cœur semblait se briser devant sa propre impuissance et en sachant que sa fille avait enduré cette terreur seule. « Les blessures sur ta nuque ?» demanda doucement Jennifer. « C'est moi qui les ai faites, » répondit Emma d'une petite voix. « Je pensais que si j'inventais une autre raison, je pourrais cacher ce que Michael m'a fait. » Elizabeth se leva. La colère et la détermination emplissaient tout son corps. « Jennifer, où est le poste de police le plus proche ?»« À 3 pâtés de maison. »« Mais... » ?»« Emma, mets ton manteau, » dit Elizabeth à sa fille. « Nous allons à la police, tout de suite. »« Mais Michael va ? » ?»« C'est bon maintenant. Maman te protégera, absolument. » Jennifer arrangea rapidement les cheveux d'Emma et enroula une serviette autour de son cou. « Nous devrions probablement prendre des photos dans cet état aussi. » Toutes les 3 quittèrent le salon de coiffure et marchèrent sous le soleil de l'après-midi. Emma serrait fort la main de sa mère, regardant occasionnellement en arrière pendant qu'elle marchait. « Tu n'es plus seule, » promit Elizabeth à sa fille. « À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Aux lourdes portes du poste de police, Emma regarda en arrière une dernière fois. Puis, prenant une profonde inspiration, elle entra avec sa mère. L'unité de protection de l'enfance du département de police de Chicago maintenait un système pour gérer les urgences, même le samedi après-midi. Lorsqu'elles expliquèrent la situation à l'accueil, la détective Sarah Hartman, une femme au début de la quarantaine, apparut immédiatement. C'était une spécialiste de la maltraitance infantile, connue pour son calme et son regard chaleureux. « Madame Collins, Emma, veuillez venir par ici. » Sarah les conduisit dans une salle d'interrogatoire silencieuse. « D'abord, pour qu'Emma puisse se détendre, pourriez-vous attendre dans une pièce séparée, maman ?» Elizabeth regarda Emma avec anxiété. « Tu iras bien toute seule ?» Emma hocha légèrement la tête. Après sa confession au salon de coiffure, quelque chose avait changé en elle. Bien que la peur demeurât, elle affichait une expression quelque peu libérée du fardeau de garder des secrets. « C'est bon, Emma. » Sarah sourit doucement. « C'est un endroit sûr. Tu peux aller à ton rythme et me dire seulement ce dont tu peux parler. » 1 heure plus tard, Sarah vint trouver Elizabeth dans la salle d'attente, avec une expression sérieuse. D'après ce qu'Emma m'a dit, Sarah choisit soigneusement ses mots en s'asseyant, des abus ont définitivement eu lieu. Cependant, la situation est plus complexe que nous ne l'imaginions initialement. Que voulez-vous dire ? Michael Harrison était en effet un beau-père gentil lorsque vous vous êtes mariés pour la première fois. Mais selon le témoignage d'Emma, il a changé au printemps dernier, lorsque votre travail est devenu plus prenant et que vous avez commencé à faire plus d'heures supplémentaires. Sarah continua en regardant ses notes. Ça a commencé par des menaces verbales, du genre « ta mère privilégie le travail par rapport à moi. Tu es aussi un obstacle. » Elizabeth eut un hoquet de surprise. En effet, l'année dernière, on lui avait confié un projet majeur et elle avait fait beaucoup d'heures supplémentaires. Selon Emma, Michael a commencé à venir dans sa chambre les nuits où vous rentriez tard, à 2 ou 3 heures du matin. À ces heures-là, il ouvrait doucement la porte, s'approchait de son lit, lui attrapait le cou à 2 mains et la menaçait. « Si tu le dis à ta mère, elle subira le même sort la prochaine fois. » « Autre chose ?» demanda Elizabeth d'une voix tremblante. Cela semble être l'étendue de la violence physique. Cependant, les menaces psychologiques étaient persistantes. Il lui a répété des mots comme « Si tu n'étais pas là, nous pourrions être heureux, ton père est mort parce que tu portes malheur. » Les larmes débordèrent des yeux d'Elizabeth. Utiliser la mort de son mari comme un outil pour tourmenter sa fille était impardonnable. Emma se blessait elle-même au cou pour cacher les marques faites par Michael. Si elle disait « c'est Michael qui a fait ça », il pourrait te faire du mal. Alors elle a essayé de faire croire qu'elle s'était blessée pour une autre raison. Ma fille, portant de telles pensées, toute seule. Elizabeth se couvrit le visage de ses mains. Sarah se leva et posa sa main sur l'épaule d'Elizabeth. Emma a été très courageuse et elle vous aime profondément. Ce qu'elle craignait le plus, c'était que vous soyez blessé. Quel était le mobile de Michael ? Nous allons enquêter en détail, mais à en juger par le témoignage d'Emma, il voulait apparemment avoir des enfants avec vous. Il sentait que la présence d'Emma était un obstacle. Nous avions discuté d'avoir des enfants, mais je sentais qu'Emma suffisait. C'était probablement inacceptable pour lui. Il n'a pas eu d'enfant avec son ex-femme non plus, n'est-ce pas ? Elizabeth hocha la tête. Michael n'avait pas beaucoup parlé de sa relation avec son ex-femme. Elle avait seulement entendu quelque chose comme « les traitements de fertilité n'ont pas fonctionné et le stress lié à cela a mené au divorce ».
Je vais chez vous maintenant avec un collègue, Sarah se leva. Nous allons amener Michael au poste pour un interrogatoire volontaire. Nous allons également enquêter dans la chambre d'Emma pour la préservation des preuves. 2 heures plus tard, Sarah appela. Nous avons arrêté Michael Harrison. Arrêté? Nous avons trouvé des preuves importantes dans la chambre d'Emma. Un petit enregistreur était caché sous son lit. La voix menaçante de Michael y est clairement enregistrée. Elizabeth fut surprise. Emma a fait des enregistrements? C'est une enfant intelligente. Elle a probablement pensé à le garder comme preuve. Cet enregistrement peut être utilisé au tribunal. Qu'a dit Michael? Il a nié au début, mais a avoué lorsque nous avons joué l'enregistrement. Nous avons également trouvé de nombreux messages abusifs à son ex-femme sur son téléphone portable. Apparemment, son ex-femme a également subi des violences psychologiques domestiques de sa part. Cette nuit-là, Elizabeth et Emma séjournèrent dans un hôtel près du poste de police. Rentrer à la maison était encore trop lourd pour toutes les deux. Assise côte à côte sur le lit, Elizabeth prit la main de sa fille. « Je suis désolée, Emma. Maman aurait dû remarquer. Ce n'est pas la faute de maman. » Emma affichait l'expression la plus paisible qu'elle ait eue depuis des mois. Au début, je pensais que Michael deviendrait vraiment mon père. Quand les choses ont-elles changé? Au printemps dernier, quand maman est devenue occupée avec le nouveau projet. Au début, il riait et disait « Ta mère est une sacrée femme de carrière. » Mais progressivement, il a arrêté de rire. Le cœur d'Elizabeth se serra de douleur. En se concentrant sur son travail, elle avait manqué les changements subtils dans sa famille. Malgré tout, j'ai pu le supporter un moment. Mais quand il a commencé à venir dans ma chambre la nuit, la voix d'Emma devint faible. J'ai eu trop peur pour dormir. Alors tu t'endormais à l'école? Oui. Mais je ne voulais pas inquiéter le professeur, alors j'agissais normalement à la maison. Le lendemain, dimanche, Sarah apporta des informations supplémentaires. L'ex-femme de Michael, Jessica Harrison, s'était rendue au poste de police et avait fourni un témoignage important. Selon elle, Michael a changé après l'échec des traitements de fertilité, expliqua Sarah. Au début, c'était un mari gentil, mais il est progressivement devenu agressif à propos du fait de ne pas avoir d'enfant, la soumettant finalement à des abus tels que « c'est de ta faute et tu ne mérites pas d'être mère ». Alors c'est ce qui a mené au divorce? Oui. Et même après s'être marié avec vous, il a apparemment senti que la présence d'Emma interférait avec sa nouvelle famille idéale. Elizabeth soupira profondément. Je lui faisais confiance? Vous n'avez rien fait de mal, déclara Sarah fermement. Les personnes manipulatrices jouent initialement le partenaire parfait. Ce qui est important, c'est qu'Emma est en sécurité maintenant. À ce moment, Emma prit la parole. Maman, allons vivre ailleurs, juste toutes les deux. Elizabeth serra sa fille dans ses bras. Faisons ça. Cette fois, comme une vraie famille. Pendant la période de préparation du procès, Elizabeth décida d'enquêter en détail sur le passé de Michael. L'embauche d'un détective privé révéla des dossiers de violence psychologique domestique contre son ex-femme Jessica, un historique de comportement violent dû au stress des traitements de fertilité, et des preuves qu'il avait répété des schémas similaires dans ses relations avec d'autres femmes. Michael avait habilement caché sa vraie nature, continuant à jouer l'homme idéal. Au fur et à mesure que le suivi psychologique d'Emma progressait, il devint clair que les abus avaient en fait commencé bien plus tôt que 6 mois auparavant, et non récemment comme on le pensait initialement. Cela avait commencé par des abus verbaux subtils et s'était progressivement intensifié jusqu'à des menaces physiques. Emma avait gardé le silence pendant longtemps, déterminée à protéger sa mère. 1 an plus tard, au printemps, Michael Harrison fut condamné à 8 ans de prison pour maltraitance infantile et intimidation. Au tribunal, il maintint jusqu'à la fin qu'il s'agissait de discipline, mais les enregistrements d'Emma et de multiples témoignages rendirent ses excuses inefficaces. En prison, il fut traité durement par les autres détenus comme quelqu'un qui maltraitait les enfants et fut contraint de vivre en quartier de protection, d'après ce qu'elles entendirent. L'ex-femme, Jessica, envoya une lettre à Elizabeth. « Vous n'avez rien fait de mal. J'ai aussi été trompée par sa gentillesse au début. Il nous a fallu du temps pour réaliser, non pas parce que nous étions en faute, mais parce qu'il était rusé. » Ces mots apportèrent du réconfort à Elizabeth. Sur la recommandation d'un conseiller psychologique, Elizabeth et Emma décidèrent d'échanger des journaux d'émotions 1 fois par semaine. Elles promirent d'écrire sur tout, aussi petit soit-il, sans rien se cacher. Aujourd'hui à l'école, des amis ont complimenté mes cheveux courts.
Je me suis sentie heureuse, comme si j'étais devenue une nouvelle moi, lisait-on dans le journal d'Emma. Élisabeth écrivit en réponse, « Ton courage nous a sauvés toutes les deux. J'ai appris qu'être imparfaite mais honnête est beaucoup plus important que de jouer à la famille parfaite. » Elles déménagèrent dans un nouvel appartement. Bien que plus petit qu'avant, c'était un espace chaleureux rempli de lumière vive. Sur le mur du salon, elles accrochèrent un dessin de l'arbre des promesses qu'elles avaient dessiné ensemble. Les branches du grand arbre portaient de nombreuses petites feuilles sur lesquelles étaient écrits des mots comme honnêteté, confiance, amour et courage. C'était une promesse qu'elles avaient créée ensemble, signifiant « Étendons même nos plus petits soucis comme des branches et partageons-les ». Les notes d'Emma se rétablirent progressivement et elle se fit de nouveaux amis au collège. Utilisant ce qu'elle avait appris en thérapie, lorsqu'elle voyait des camarades en difficulté, elle commençait à dire « Ne garde pas ça pour toi ». Élisabeth reconsidéra son rythme de travail et commença à chérir davantage le temps passé avec sa fille. Elles décidèrent que les samedis matins seraient leur moment spécial ensemble, le passant à faire des promenades ou à cuisiner ensemble. Un soir, après le dîner, Emma dit « Maman, je pense que nous sommes devenus une vraie famille. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Avant, je pensais que je devais rendre tout le monde heureux. Mais maintenant, je peux dire quand je suis triste que je suis triste, et quand j'ai peur que j'ai peur, et maman m'aime toujours. » Élisabeth prit la main de sa fille. « C'est ça, le véritable amour. L'amour inconditionnel pour qui tu es, tel que tu es. Une vraie famille, apprirent-elles, ne concerne pas la forme ou les apparences, mais le courage d'illuminer ensemble toute obscurité. Et ce courage devint le fondement de leur nouvelle vie.